Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la veille Calliope. Avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous nous entendez bien et surtout que vous nous voyez bien. Vous pouvez réagir à l'aide des petits émojis sur le côté ou bien vous avez aussi la barre de chat. Bonjour Virginie, bonjour Mathis, bonjour Diane. Super, j'ai l'impression que le son est là. Écoutez, merci à vous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous êtes très nombreux, ça nous fait très plaisir. Je me présente rapidement. Moi, je suis Johanna de l'équipe Digiforma Veille et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Agnès Boguer, dirigeante du cabinet A2C. Agnès, je te laisse te présenter. Merci Johanna, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. On est ravis avec Johanna de pouvoir mener avec vous cette webinaire sur la veille, un sujet important. Donc moi je suis, comme vous l'a dit Johanna, dirigeante du cabinet A2C 94. J'ai dirigé pendant plus de 15 ans et je dirige encore un centre de formation, centre de bilan de compétences et tout ce qui concerne la qualité au sein de la formation. Et bien sûr, je vous parle aussi avec mon identité d'auditrice de certification Calliope, puisque c'est pour ça qu'on s'est rencontrés avec Johanna pour animer ce webinaire. Je repasse la parole à Johanna. Tout à fait. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur la communauté OF Connect. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu à l'issue de la présentation. Donc voilà, cette communauté, une communauté qui est sur le réseau Slack, vous permet de rencontrer des auditeurs, des auditrices, mais aussi plein d'autres personnes du monde de la formation et d'échanger sur ces sujets. Ensemble, en tout cas, aujourd'hui avec Agnès, nous allons, je l'espère, vous donner les clés pour optimiser votre veille Calliope et surtout, c'est notre objectif, vous rassurer pour vos audits à venir. Nous sommes accompagnés aussi par Laura, Baptiste et Jade, que vous ne voyez pas, mais qui sont avec nous ici en support. Donc, vous allez pouvoir leur poser toutes vos questions via l'onglet du même nom. Ça nous permettra également, avec Agnès, de pouvoir rebondir, voir lesquelles ont déjà été répondues ou non. Point important également, si vous ne pouvez pas assister à cette présentation jusqu'au bout, pas de panique, vous recevrez un replay. Et enfin, les supports vous seront également remis ultérieurement pour justement venir valoriser votre veille et représenter un élément de preuve supplémentaire pour votre audit Calliope. Avant de vous dévoiler notre programme du jour, nous aimerions en savoir un petit peu plus sur vous, puisque vous nous voyez, vous nous entendez, nous on aura l'opportunité de vous lire, mais aussi pour que cette présentation reflète et réponde à vos interrogations. L'objectif, c'est d'en savoir un petit peu plus sur vous. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que vous attendez tout simplement de ce webinaire? Et là, déjà, on est dans une conformité Calliope, puisque en entrée de toute formation et de tout contact, même si on n'est que sur un webinaire, mais ça aurait été dommage de s'en passer, on est effectivement sur une évaluation des attentes, indicateur 4 du RAQ. J'ai vu me rassurer des sources d'infos, des astuces, des bonnes pratiques, des tips, des méthodes, mieux comprendre les attentes. Je pense qu'on va répondre à tout ça, Agnès. Oui, oui. Ben, on a déjà eu des retours du sondage qui faisait part de ces éléments-là. Alors effectivement, des conseils. On va essayer avec Johanna d'être le plus pratique possible pour que vous ayez au sortir de ce webinaire une vraie feuille de route pour vos veilles. Et si vous n'avez pas encore Calliope, puisque vous êtes quelques-uns, vous êtes majoritairement en audit de surveillance, mais vous êtes quelques-uns à vouloir avoir la certification, et bien là, effectivement, vous allez sûrement pouvoir mieux préparer cet aspect des indicateurs de veille. Et nous avons retenu avec Johanna les indicateurs 23, 24, 25 et 26, qui n'est pas tout à fait considéré comme de la veille, mais qui fait appel aux personnes en situation de handicap, et c'est un point important, voire pour certains délicat. Tout à fait. Je vois aussi qu'il y a la recherche d'outils, donc aussi de sources, et tout simplement bien répondre aux exigences de la veille Calliope. Merci à vous pour cette première participation. Deuxième petite question pour vous également. Quelles difficultés rencontrez-vous vis-à-vis de la veille? Là, de la même manière, j'en profite pendant que vous répondez pour vous présenter ce petit nuage de mots. C'est vraiment le nuage de vos mots et des difficultés partagées dans le questionnaire réalisé en amont de ce live, le questionnaire dont parlait Agnès juste avant.
Les principales thématiques qui ressortaient par rapport à ces difficultés sont les mots qui s'affichent. Moi, il y a un mot-clé qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'aspect de stratégie. On a toujours tendance, en tant qu'organisme de formation, et c'est normal, de considérer Calliope et la veille que comme une obligation réglementaire, alors qu'en fait, ça peut être une vraie chance. On va mettre un petit peu de côté l'aspect organisme de formation et essayer de penser en tant qu'entreprise. Si Calliope n'existait pas, en tant qu'entreprise, bah, vous devriez quand même faire de la veille pour assurer la pérennité de votre entreprise. Tout simplement de la veille stratégique, savoir ce qui se passe sur votre secteur d'activité et sur de la veille aussi concurrentielle. Se tenir au courant de ce que font les concurrents, ça ne veut pas forcément dire les imiter, mais aussi permettre d'affirmer un certain positionnement. Donc finalement, moi, ce que je trouve pratique avec Calliope, c'est que ça vous oblige aussi à réfléchir en termes de stratégie. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de faire grandir votre entreprise, mais aussi votre organisme de formation, d'étoffer vos différents programmes, de mieux former aussi peut-être vos intervenants et d'offrir une pédagogie toujours plus inclusive et aussi adaptée aux méthodes d'apprentissage actuelles. Je n'aurais rien à ajouter, c'était parfait, Johanna. Merci Sabrina, je suis Sabrina qui est d'accord également avec nous, c'est une opportunité. Sinon, dans les difficultés que vous rencontrez, se structurer, organiser la veille. Laurence ne trouve pas les bonnes ressources. Problème de temps pour Sonia également. Oui, on a beaucoup sur le manque de temps. C'est vrai que quand on est une petite structure, on est multicasquette et Calliope rajoute des éléments importants et il y a une notion de régularité. Et on sait bien tous que l'urgence a toujours tendance à nous pousser à répondre à des choses et à avoir un peu de mal à suivre une ligne d'habitude. Et c'est vrai que la veille en fait partie. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est l'épreuve à apporter justement par rapport à Calliope. Ça, je pense que Agnès, tu seras de bons conseils sur ce point-là. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et dernière petite question avant de clôturer tout ça, mais je crois que mes collègues avaient déjà lancé le sondage, je le vérifie. Très rapidement, l'idée, c'est simplement de savoir si vous êtes plutôt référent de Calliope, intervenant, intervenante, responsable administratif ou pédagogique, auditeur, auditrice, histoire de savoir un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. Et pour les personnes qui seraient arrivées là grâce à Digiforma Veille, outil dont on reparlera un petit peu plus en détail plus tard, savoir si vous êtes abonné ou non à la version premium. Si Laura Baptiste et ou Jade, vous pouviez lancer les sondages, s'il vous plaît, et on va pouvoir commencer tout de suite et vous dévoiler le programme en même temps que vous complétez ces petits sondages. Dans un premier temps, Agnès vous apportera son éclairage vis-à-vis de la veille Calliope et vous fournira aussi quelques précieux conseils par rapport à tout ça. Donc, l'idée, ça va être de répondre aux difficultés que vous rencontrez. Quant à moi, j'interviendrai juste après pour vous proposer une méthodologie et un outil pour mettre tout cela en place. Allez, c'est parti. Je te laisse la parole, Agnès. Très bien. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon partage a disparu. Voilà. Hop, Le voici. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. L'idée, c'est vraiment, alors tout savoir est un peu ambitieux, mais il n'y a pas de bon webinaire sans ambition. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez maîtriser les attentes, déjà bien les comprendre. C'est un des premiers enjeux de Calliope. Bien comprendre, ça veut dire aussi s'intéresser à la manière avec laquelle Calliope parle, parce que dans les référentiels qualité, cette notion de vocabulaire est un point essentiel. Alors, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Comme ça, c'est fait, on passe à l'aspect constructif. Les non-conformités, NC, ça veut dire non-conformités les plus fréquentes. On va s'intéresser uniquement aux critères 6, puisque dans Calliope, on a 7 critères et dans le critère 6, on a les éléments de veille. Alors, ce qui ressort en top numéro 1, c'est effectivement la notion de la démonstration de l'exploitation des veilles qui est insuffisante et c'est souvent ce qui inquiète les organismes de formation, à juste propos de ce fait. C'est aussi, deuxième point, la réalité de l'adaptation des prestations pour
les PSH. Les PSH, c'est les personnes en situation de handicap. Ça veut bien dire que ce sont des personnes qui estiment avoir un enjeu, qu'il soit reconnu avec le RQTH, hein, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou qu'il ne soit pas reconnu, comme c'est le cas par exemple pour les 10. Hein. Et enfin, le dernier point qui ressort fortement, c'est aussi une absence d'engagement des prestataires sur le respect de leur système de management de la qualité. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, on vous a mis un lien d'un post que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, justement sur le top 4 des non-conformités. Comme ça, vous pourrez en savoir plus sur les autres éléments. Donc, toujours dans l'idée de bien comprendre les enjeux de notre référentiel national qualité Calliope, RNQ, je vous présente rapidement, je vous représente rapidement en fait le guide de lecture. Nous avons des étiquettes qui sont essentielles. Le point qui est important en orange, c'est vraiment cette notion du niveau attendu. Le niveau attendu, c'est la manière de penser de votre auditeur. Vous avez une étiquette bleue qui vous permet de bien redéfinir ce qu'est l'indicateur, sa description, et on a la notion de non-conformité, autrement dit, quel est le degré de l'enjeu de l'écart qui va être constaté, puisqu'en qualité, quand il y a un manquement, on appelle ça un écart. Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est mineur? Et l'auditeur a la main sur une grande partie du RNQ pour majorer la non-conformité si, dans l'ensemble, il estime qu'il y a une erreur qui se répète. Et puis, vous avez des éléments de preuve, des exemples qui vont vous être donnés. Donc, l'idée, c'est pas de lister tout et de tout présenter, mais c'est de comprendre comment je peux montrer et donc donner des justificatifs. Hein. J'ai vu la demande passer dans le petit sondage de départ, dans vos attentes. Alors, revenons-en plus clairement. L'indicateur 23, on est sur la veille légale et réglementaire uniquement sur le champ de la formation professionnelle. Hein, c'est important de bien remettre l'ensemble du phrasé. On ne vous demande pas, même si en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'intervenant, il est essentiel d'avoir une veille sur la globalité de votre métier. Mais là, Calliope, lui, s'intéresse uniquement au champ de la formation professionnelle. Donc, le but du jeu, c'est de démontrer. Hein, Calliope ne veut pas d'éléments, de documents type, il veut des réalités. Et donc, démontrer la mise en place d'une veille, alors légale, réglementaire, et toutes les veilles, on attend à avoir une démonstration de la mise en place. Et la particularité de cet indicateur 23, c'est que on veut que sa prise en compte par le prestataire soit effective et que sa communication en interne soit faite. Sinon, on va avoir une non-conformité mineure, une absence d'exploitation de la veille mise en place. Ça, c'est le gros enjeu. Alors, on va le disséquer un peu plus, cet indicateur 23. On est bien sur une veille légale, réglementaire du champ de la formation professionnelle. Donc, l'idée, c'est de se poser la question de ce que doivent connaître les dirigeants d'un organisme de formation et le personnel dédié, comme par exemple les formateurs, mais aussi tous les personnels qui sont amenés à intervenir dans la délivrance de la formation. Donc, je vous ai mis des exemples pour que ce soit un peu plus clair. Par exemple, là, en 2024, on a eu des gros changements sur notre référentiel national qualité, RNQ. Tous les ans, on a des éléments à la marge qui vont se modifier, par exemple sur les taux et les barèmes de rémunération des apprentis, sur les conditions et modalités de remboursement des déplacements dans le cadre de la formation financée par France Travail. Ça, c'est de la veille réglementaire et légale. Donc, c'est vraiment en lien avec le champ de la formation. Voilà, c'est ce genre de choses qui vont être importantes. Indicateur 24, c'est le deuxième indicateur sur la veille. Et là, on va s'intéresser à la notion des évolutions et des compétences des métiers et des emplois des secteurs d'intervention. Autrement dit, on ne parle pas de vos métiers à vous directement, mais de ceux de vos clients. Hein, c'est ça la particularité. Et là, on va avoir une particularité sur le niveau attendu, c'est que on attend une mise en place toujours de la veille, mais surtout
que son impact éventuel sur les prestations soit visible et démontré. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on va avoir un enjeu à présenter des éléments concrets. Par exemple, vous formez des chauffeurs de taxi. Votre veille va porter sur ce secteur, l'emploi salarié, surtout la création d'entreprises qui est quand même dominante, et de pouvoir répondre à la question quelle est la réglementation qui s'applique en 2025 sur les chauffeurs de taxi. Alors bien sûr, vous me dites, bah oui, mais la réglementation, c'est l'indicateur 23. Non, l'indicateur 23, c'est sur votre métier de formateur, d'organisme de formation, de centre de bilan de compétences, de centre de formation des apprentis ou de VAE. Là, on parle bien de ce qui concerne la veille sectorielle de vos clients. Hein. C'est là où ça peut des fois être un peu confusionnel. Autre exemple, vous avez comme catalogue de formation des éléments en lien avec la formation des managers sans avoir de secteur spécifique. Ben là, on va parler de ce fait-là de la thématique management en présentiel, en distanciel ou en mixte. Et votre veille va se porter sur l'indicateur 24, sur les nouveaux enjeux en matière de management sur l'ensemble des secteurs. Revenons sur un secteur plus spécifique, les développeurs informatiques. Votre veille, là, cette fois-ci, va porter sur les nouveaux langages informatiques, les nouveaux leaders de la recherche, peut-être la recherche et développement qui se fait actuellement. On parle tous de l'IA beaucoup et on l'utilise pas mal. Ben voilà, ça peut rentrer tout à fait dans cette notion-là. Et on va faire de ce fait-là le biais sur l'indicateur 25. Hein, qui est l'indicateur sur la veille et les innovations pédagogiques et technologiques. Donc là, on est bien sur vous, comment vous allez fonctionner, modifier votre approche pour, dans votre modalité pédagogique, intégrer des manières de faire différentes. Alors, c'est pas une innovation récente, loin s'en faut, mais par exemple, le fait d'utiliser la classe inversée a été une innovation pédagogique. Le fait de former à distance est une innovation pédagogique. Et le fait, par exemple, d'utiliser l'IA, si vous formez vos intervenants à l'IA pour pouvoir mieux construire leur scénario pédagogique et surtout avec un objectif de décliner les adaptations en fonction des besoins des stagiaires, parce que l'IA nous permet d'aller plus vite. L'intelligence reste humaine, mais la multiplication des petits pains, c'est quand même beaucoup l'IA qui va le faire. Et de ce fait-là, vous allez pouvoir démultiplier votre adaptation des scénarios en fonction de la réalité du groupe à l'instant T. Ça rentre tout à fait dans l'indicateur 25. D'accord? Donc, je vous ai remis l'indicateur 25. Vous voyez qu'on a toujours la même structuration et on a toujours la même non-conformité. Indicateur 24 et 25, on a les mêmes éléments. Autre élément sur l'indicateur 25, on ne va pas attendre à chaque fois que vos formations bougent, elles n'en ont pas nécessairement besoin, mais peut-être que vous allez réorganiser le travail et par exemple, vous allez utiliser Digiforma pour gérer votre centre de formation, Digiforma Veille pour vos veilles, et ça, c'est une démonstration, c'est une technologie, et ça vous permet effectivement de faire la démonstration de votre indicateur 25. Donc, autre élément, on parle aussi pas mal de la réalité virtuelle, la VR, et ça peut vous permettre effectivement d'intégrer cette technologie pour pouvoir améliorer vos pratiques et ne pas avoir nécessairement recours à des locaux plus grands, mais pouvoir par exemple, faire la réparation d'une canalisation d'un ordinateur, entraîner des élèves infirmiers à des gestes de soins, etc. Tout ça, c'est possible avec la VR. Donc voilà. Dernier élément en termes d'indicateur de veille, celui qu'on a rajouté parce qu'il est important sur les PSH, les personnes en situation de handicap, l'indicateur 26 qui vous dit le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner, former ou orienter les publics en situation de handicap.
Donc là, on est bien avec des éléments qui se sont modifiés entre la version 8, la version 9 et même la version 7. Donc, il est vraiment question d'avoir une identification du réseau et de savoir préciser les modalités de recours à ce réseau. Ça, c'est un point essentiel. Donc, clairement, comment ça va s'appliquer? Par exemple, sur le fait obligatoire que les expertises, les outils, les réseaux nécessaires pour accueillir, former, orienter vos PSH soient actualisés. Donc, la première question que je vous invite à vous poser, c'est: ai-je des personnes en situation de handicap dans mes formations? Parce que, en tant qu'organisme de formation, sur des formations courtes, non certifiantes, très souvent, on n'en voit pas beaucoup. Dès qu'on va être sur des formations plus longues, certifiantes, voire avec des enjeux ou des publics en lien avec l'insertion, alors là, souvent, on va avoir plus de personnes en situation de PSH. De manière régulière ou exceptionnelle, est-ce que j'ai des personnes en situation de handicap dans mes formations? Et selon la catégorie dans laquelle je suis, voire les catégories, automatiquement, les enjeux ne vont pas être les mêmes. Pour les centres de formation des apprentis, les CFA, dès l'origine de la loi en lien avec les CFA, on avait déjà des enjeux sur le handicap. Ça n'a pas attendu Calliope. Pour les autres, en termes d'organismes de formation, action de formation, bilan de compétences, BAE, effectivement, le Calliope a remis le focus dessus. Donc, une application où vous avez une actualisation annuelle obligatoire des contacts, et ça, vraiment, je vous invite à y faire attention. Si vous avez même beaucoup l'utilité de ces contacts, peut-être qu'une actualisation bisannuelle est même mieux. Vous avez nécessairement, régulièrement, la formation de vos personnels à être sensibles, à comprendre comment fonctionnent les enjeux PSH et comment les détecter, que ce soit vos formateurs ou que ce soit les administratifs. Et puis, dans les exemples qu'on peut avoir d'application, c'est d'avoir ponctuellement, régulièrement, encore une fois, il faut que ça soit proportionné à vos enjeux de public, avoir une formation à la pédagogie adaptée aux handicaps les plus fréquents. Et dans les plus fréquents, on a ceux qui sont invisibles, les dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dysmathématiques. Voilà, ça, c'est des enjeux qu'on a très, très fréquemment. L'idée, c'est aussi peut-être d'avoir régulièrement une mise à jour des ressources webinaires sur des exemples d'accompagnement PSH. Autrement dit, d'outiller vos intervenants pour qu'ils puissent faire leur job le mieux possible. On a fait le tour et on a décrypté un peu l'ensemble des indicateurs. Tu voulais ajouter quelque chose, Johanna? Oui, tout à fait. Je voulais en profiter avant de passer à la partie suivante pour prendre déjà peut-être quelques questions et venir préciser les choses. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, notamment, je pense, pour préciser au niveau de la présentation pourquoi il était écrit des fois V7, V8, V9. Oui. Ça semble ne pas avoir été très clair. Je reprends la question en où est-ce qu'elle est passée? Alors, le RNQ, le référentiel national qualité, c'est quelque chose de vivant. Donc, on est à la 9e version de ce RNQ. Et cette 9e version, ainsi que la 8e, sont sorties l'année dernière, 2024. De ce fait, c'est quand même très récent et j'ai encore, moi, des clients qui ont bien intégré la version précédente, la V7, qui est restée très longtemps en place, d'où j'ai remis sur mes slides ces notions-là pour que vous soyez bien à jour et que vous soyez aussi sensibilisés au fait que le RNQ, c'est pas immuable. Le référentiel national qualité, le guide de lecture change. Alors, pas très fréquemment, si ce n'est la dernière où on a été très gâtés avec beaucoup de changements, mais il y a une veille en elle-même, la veille réglementaire et légale à faire sur les modifications de votre RNQ. Vos certificateurs communiquent très très bien sur ces enjeux-là. Leur objectif, c'est de vous aider à bien comprendre ces éléments-là, mais néanmoins, vous avez vous-même un point d'attention à avoir là-dessus. J'espère avoir répondu aux questions des fameux V7, V8, V9. Ça faisait un peu mal, mais c'était pas ça.
C'est ça. Donc, normalement, Chéra, ça répond à votre question. L'objectif d'Agnès ici était simplement de pointer les différences entre les différentes versions. Des fois, en fonction des indicateurs, il n'y a pas forcément une mise à jour sur un point précis sur la V9, en espérant que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Je vois que Baptiste, Jade et Laura sont déchaînés et répondent absolument plus vite que ce que je ne peux prendre comme question en direct. Je vais prendre celle de Blandine. Et si je n'ai pas de PSH, que dois-je faire sur le critère 26? Eh ben, vous devez à minimum vous dire que en tant que organisme dans une certification qualité, la qualité c'est destiné à anticiper. Donc, vous n'avez pas de PSH aujourd'hui, oui, mais demain peut-être que vous en aurez. Donc, à minima, vous avez un annuaire avec des contacts PSH pour pouvoir réagir. Vous avez à minima une procédure qui permet à vous ou à n'importe quel de vos intervenants de prendre en charge une personne en situation de handicap, de savoir quelles questions poser, auprès de qui se référer. Si vous êtes un CFA, vous avez obligatoirement un référent handicap, donc c'est ce référent ou cette référente qui va prendre en charge les choses. Il faut que chaque intervenant de l'organisme de formation CFA connaisse cette personne et les moyens et sache comment la contacter. Mais si vous n'êtes pas CFA, vous n'avez pas d'obligation d'avoir un référent handicap. Par contre, il est nécessaire qu'on sache à qui adresser ces personnes. Alors peut-être que vous avez un contact, quelqu'un qui est plus particulièrement en charge des notions de PSH, ou alors tout à chacun a l'information. Et dans ces cas-là, c'est souvent en lien avec le responsable pédagogique ou le directeur de l'organisme de formation ou directrice que vont se faire les accompagnements et les identifications pour pouvoir agir. Merci Agnès. Donc voilà, concrètement, Blandine, ça va être soit si vous êtes un CFA ou pas, mais que vous avez un référent handicap, formez cette personne. Et si jamais, eh bien, prouvez que que vous avez constitué un réseau de partenaires auprès duquel vous pourriez vous renseigner. Je vois qu'il y a pas mal de questions également concernant les preuves. Agnès va y venir justement juste après. Donc ça, on y répondra. Encore une question, deux petites questions liées sur le handicap. Doit-on détecter les handicaps invisibles? Exemple, dyslexie. Alors, on se doit de fournir les moyens. Hein. Vous n'êtes pas forcément responsable du fait que quelqu'un n'ait pas voulu se déclarer PSH. Par contre, au regard de Calliope et globalement de la qualité, vous devez d'ouvrir cette porte. Autrement dit, dans vos questionnaires d'entrée de salle, dans vos procédures d'admission ou dans le recueil des attentes et des besoins, c'est un besoin, vous devez de poser la question, est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement spécifique pour suivre de manière optimale cette formation? Ça, c'est une version délicate qui ne prend pas le terme de handicap, qui peut des fois être un peu pesant ou un peu inquiétant, et quelqu'un de 10 ne se reconnaîtra pas forcément dans le handicap, et c'est tout à son honneur. Enfin, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, d'où le fait d'avoir des formulations qui ouvrent la porte sur est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. Donc oui, vous devez de poser la question. Non, vous n'avez pas de responsabilité si la personne ne choisit pas de vous le déclarer. Et ça, vous pouvez utiliser par exemple les questionnaires de préformation qui sont à votre disposition sur Digiformat en laissant justement la personne répondre librement. Comme un questionnaire est pour un apprenant, en termes de confidentialité, on sera bon également. Exactement. Et dernière question par rapport au handicap, je crois que je l'avais lu. Eh ben non, Laura y a répondu. Eh bien, parfait. Ne vous inquiétez pas, on fera des petits temps d'arrêt pour répondre à vos questions. Vous en avez beaucoup. Merci énormément pour votre participation. On va avancer. Agnès, je te laisse reprendre la main. Merci. Donc, je vous disais, voilà, c'est important de bien lire hein, le RNQ. Vous avez compris que ces petites étiquettes vont assurer vos grandes réussites.
Alors, que doit-on faire avec la veille? Dans quelle proportion? Qu'est-ce qu'on présente? Voilà, c'est le grand enjeu, hein. Donc, l'enjeu de la démonstration de l'audit, on va déjà essayer de bien comprendre ce que votre auditeur, auditrice a dans la tête. La première chose qu'elle va chercher ou qu'il va chercher, c'est est-ce que vous avez vraiment effectué une veille et une veille efficace? Autrement dit, proportionnée à la hauteur de la pratique de votre organisme de formation. Alors, quand je dis organisme de formation, c'est générique, hein, CFA, bilan de compétences, VAE, tout le monde est compris dans cette appellation. Et la troisième question que vous devez vous poser, c'est les éléments de preuve sont-ils suffisants? Est-ce que j'en ai assez? Est-ce qu'ils sont clairs? Alors, l'auditeur attend une veille proportionnée à votre activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, dans le cas numéro 1, votre principale activité n'est pas la formation. Vous êtes par exemple éditeur de logiciels et vous formez à la marge vos clients. Donc, vous avez un numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, d'organisme de formation, et vous avez passé la certification pour ça. Si vous avez un ou deux articles à présenter comme exploitation par indicateur, ça peut être tout à fait suffisant. D'accord? Vous avez, je ne sais pas moi, 5, 10 actes de formation dans l'année et votre principal métier, c'est autre chose que la formation. Automatiquement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une quantité astronomique d'éléments de veille, sachant que efficace ne rime pas forcément avec quantité, hein. Cas numéro 2, vous avez plusieurs catégories de formation qui sont certifiées. Donc, vous êtes et CFA, et centre de bilan de compétences, et action de formation. Automatiquement, on va s'attendre à ce que votre veille soit plus dense, ne serait-ce que pour couvrir chaque catégorie. Puisque, pour rappel, dans un audit, on audite simultanément, mais de manière séparée, chaque catégorie, hein, sur tous les indicateurs. Cas numéro 3, vous avez essentiellement des prestataires externes, vous êtes seul dans votre organisme de formation et les intervenants sont plutôt des externes. Moi, je vous invite vraiment à savoir faire des réunions avec vos externes qui, somme toute, constituent à part entière votre organisme de formation pour avoir des échanges de pratiques globaux sur la pédagogie, parce que voilà, quand on est extérieur, on ne suit pas forcément tous les éléments et c'est intéressant d'avoir un esprit de corps. Et puis, de bien montrer qu'il y a une partie de cet échange pédagogique et pratique qui est dédiée à la veille. Ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de montrer que vous avez une veille efficace, hein. Alors, autre élément important, notamment sur la veille légale, on attend une part importante de la communication en interne. Alors, vous êtes plusieurs formateurs, formatrices, mais vous n'êtes pas non plus très nombreux. Un espace collaboratif où chaque membre peut aller librement consulter la veille peut suffire. Si vous avez par contre un nombre beaucoup plus conséquent de personnel, si, je ne sais pas, vous êtes plus de 10 ou 15 ou 20 ou 30 à intervenir, on va s'attendre à quelque chose de beaucoup plus guidé, c'est-à-dire qu'il y ait peut-être un espace collaboratif, mais aussi et surtout des réunions dédiées à la communication de la veille, des envois d'emails, qu'on ait une vraie synergie entre le détenteur de la veille et l'ensemble du personnel qui est concerné par cette veille. Alors, on attend une démonstration structurée en audit. On attend une traçabilité impeccable. Autrement dit, des éléments qu'on puisse lire, qu'on l'on puisse suivre un processus d'un début jusqu'à la fin. Alors, bien évidemment, on va prêcher dans notre chapelle. Vous avez Digiformaveille qui peut complètement vous aider sur cet élément-là. Si vous n'avez pas le souhait de vous abonner à Digiformaveille, vous pouvez aussi avoir un tableau Excel qui répertorie l'ensemble des actions de veille qui sont prévues et la manière dont vous l'avez utilisé, et qu'à chaque ligne, on retrouve bien ce qu'on en a fait. Et de préférence, comme vous avez été de bons élèves, vous avez fait vos réunions d'exploitation de la veille, et donc
on a des comptes rendus associés pour cette communication interne par mail ou par réunion. Voilà, ça c'est une démonstration, c'est les éléments de base pour pouvoir démontrer que vous avez fait une veille. Alors, on parle de proportion, on parle de faire évoluer ces contenus dans le temps. Tout ça n'est peut-être pas très clair, on va l'aborder. Donc, des veilles sont mises en place et les résultats sont exploités. Ça, c'est vraiment la phrase qui inquiète beaucoup. Alors, on va relativiser un petit peu. On ne vous demande pas de refaire les pyramides de Gizeh. L'idée, c'est vraiment d'avoir une démonstration claire si il y a matière. Donc, l'indicateur 23 exige une démonstration d'application obligatoire. C'est du légal, c'est du réglementaire. Si vous ne faites pas ça, vous êtes hors des clous. Calliope, pour rappel, est un audit sur les process et pas sur la réglementation. Néanmoins, le législateur, dans son référentiel, a bien gardé l'aspect que le réglementaire, c'est destiné à être suivi par tous. Voilà. Donc là, il est essentiel de pouvoir démontrer que quand il y a une actualité, et très sincèrement, depuis 2021 où Calliope est en place, j'ai pas vu d'année où il n'y avait pas au moins une veille réglementaire. Après, elles sont différentes, c'est pas nécessairement en lien avec Calliope. Les deux autres indicateurs de veille vont considérer, effectivement, on va pouvoir considérer que la non-exploitation d'une veille est tout à fait envisageable. Par contre, ce qu'on ne peut pas valider, c'est qu'il n'y ait pas eu une étude de faisabilité sur l'intérêt, justement, au regard de ces veilles, d'avoir une application. Mais si vous estimez, par exemple, que dans formation aux gestes de premier secours, vous n'avez pas digitalisé cette formation parce que l'épreuve qui va permettre d'avoir la certification demande une pratique, ben, on peut tout à fait le comprendre. Vous êtes un petit organisme de formation où vous n'avez pas énormément de développement sur ces formations de gestes de premier secours. Vous avez étudié la possibilité de faire de la réalité virtuelle pour l'apprentissage de ces gestes. Mais la conclusion que vous avez eue en comité de pilotage de direction ou en échange de pratiques avec l'ensemble des membres concernés de votre organisme de formation, c'est que aujourd'hui, c'est trop onéreux par rapport à ce que vous avez à en faire. Vous venez de faire la démonstration que vous avez envisagé une exploitation, qu'elle n'a pas été menée jusqu'à son terme, mais un, vous aviez une veille, et deux, vous l'avez exploitée. En creux, mais vous l'avez exploitée. Indicateur 23-24, on peut aussi avoir une veille sur le fait que vous avez des publics où des accords de branche ont été modifiés et vous avez réuni vos formateurs pour qu'il y ait une actualisation des supports pédagogiques parce que c'est pertinent. Et là, on a bien une exploitation de la veille. Vous avez bien sûr une traçabilité impeccable. J'ai même pas à vous le rappeler, mais je vous le redis quand même. Toutes vos réunions ont des comptes rendus de réunions qui permettent de tracer qui était là, ce qu'on a vu et les conclusions et ce qu'on va en tirer comme conclusion. Élément important dans tout le système qualité, les dates de mise à jour de vos documents sont des éléments de rigueur importants. Je vous invite à avoir des pieds de page qualité dans lesquels vous avez une date de création du document qui ne bougera pas et une date de mise à jour qui va évoluer au fur et à mesure que les versions de ce document vont bouger. Toujours sur nos indicateurs et l'exploitation, indicateur 26, donc là pour rappel, on est sur nos fameux PSH, personnes en situation de handicap. Votre organisme est un CFA, vous avez donc un référent handicap obligatoire et 15% de vos apprentis ont un handicap qui soit plus ou moins important, que ce soit des 10, PMR, donc avec une mobilité compliquée, ou avec des déficiences sensorielles, cécité ou surdité. Dans ces cas-là, votre répertoire des acteurs du handicap et vos procédures sont bien évidemment actualisées tous les ans, mais ça c'est valable pour tout le monde.
Votre référent handicap, puisque vous en avez un obligatoirement, va effectuer régulièrement une mise à jour de ses connaissances à travers des webinaires, des formations, toute une série de veilles sur le sujet de l'accompagnement et l'adaptation de la pédagogie des PSH. Ce qu'on va attendre en termes d'exploitation au-delà de ça, c'est que votre référent va pouvoir mettre au goût du jour l'ensemble de l'équipe en organisant peut-être une ou deux formations, réunions avec l'ensemble du personnel du CFA. Et là, vous avez fait une démonstration complète de votre veille active et du fait de l'avoir exploité. Autre élément, vous avez un organisme de formation qui dispense des formations certifiantes et non certifiantes. Vous avez 1 à 2 personnes en situation de handicap et au niveau des différentes formations que vous organisez. Vous avez toujours de ce fait-là un répertoire handicap qui est mis à jour, même s'il y a peu de personnes qui sont concernées par cet enjeu. Et là, pour le coup, c'est votre personnel qui va effectuer les webinaires régulièrement ou ponctuellement pour démontrer que vous avez bien pris en compte les enjeux de cet indicateur 26. Un webinaire, comme aujourd'hui, c'est 45 minutes. Donc, c'est gérable et c'est gérable en autonomie. Vous pouvez aussi décider que lors des réunions, vous avez systématiquement abordé 1 fois par an, parce qu'il y a peu de personnes en situation de handicap dans vos formations, les enjeux de la pédagogie pour les PSH, ou un rappel de votre procédure sur la manière de détecter, proposer et donc accompagner les PSH dans votre organisme. Voilà, ça c'était un élément de démonstration sur ces enjeux-là. Autre élément qui peut démontrer que vous avez une veille sur ce sujet, c'est peut-être que vos référents pédagogiques ou référents PSH puissent faire remonter des enjeux et des besoins d'outils ou d'informations à la personne en charge de la pédagogie, donc le responsable pédagogique ou le directeur. Et là encore, que vous ayez encore appliqué ou que ce soit dans vos améliorations continues à venir, vous avez démontré de la démonstration de l'exploitation de votre vie. Voilà, on a fait le tour de l'ensemble de nos indicateurs, des différents points. J'imagine que Johanna, tu as encore des questions à me soumettre. Tout à fait. J'en avais une, alors, où est-ce qu'elle est passée, qui était intéressante par rapport à la sous-traitance, parce que c'est vrai que c'est des questions qui sont pas mal revenues. J'essaie de la retrouver, parce qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, celle-ci. Oui. Quand on est uniquement intervenant en sous-traitance pour la formation et qu'on est certifié Calliope, doit-on communiquer sur notre site internet le fait que l'on forme pour un autre OF? Alors, il n'y a aucune obligation, c'est un choix que vous faites. Ce qui va être une obligation au regard de la certification Calliope, c'est que vous ayez un contrat de prestation qui délimite bien la délégation de sous-traitance. Qu'au regard des différents indicateurs dont on parle là, notamment l'indicateur 26, vous ayez effectivement accès aux ressources de votre donneur d'ordre ou au personnel qui va permettre de prendre en charge les PSH, mais qu'en tout cas, vous soyez formé, informé de la manière de procéder pour ce donneur d'ordre. Merci Agnès. Avoir répondu à la question. Il y avait une question intéressante aussi de Julien. Doit-on conserver l'intégralité des versions actualisées pour preuve? Enfin, Vincent Julien, je suis navrée, je ne sais pas quel est votre nom, quel est votre prénom. Je vais me permettre d'intervenir sur ce sujet. Si jamais vous utilisez l'outil Digiformat, qui sert à gérer justement vos organismes de formation, vous avez la possibilité, dans vos programmes justement, vous avez un encart qui se nomme version de programme. Ça va être typiquement un endroit qui va vous permettre de justifier l'évolution de vos programmes, donc d'avoir normalement quand vous commencez la version 1, et au fur et à mesure, puisque vous allez faire votre veille justement pédagogique et technologique, veille sectorielle aussi, donc qui va vous permettre d'adapter le parcours de formation à votre public, c'est ce qui va vous permettre sur Digiformat justement de venir actualiser le numéro de la version. Et autre gros avantage de ce logiciel, c'est qu'à chaque fois que vous allez lier votre programme à votre session de formation, le logiciel va bien le conserver, créer ce qu'on appelle
une variante. Là, je rentre un petit peu dans la technique, mais l'objectif, c'est que lorsque vous avez justement votre audit, selon l'échantillon qui va être choisi, vous allez pouvoir effectivement montrer votre programme mis à jour dans sa version 10 par exemple, mais également être en capacité de prouver à l'auditeur que lorsque vous avez réalisé cette session de formation il y a peut-être quelques mois, on en était à la version 7, donc que vous êtes bien rentré dans ce process d'amélioration continue. Alors, pour répondre au-delà de Digiformat, effectivement, à partir du moment où vous avez un pied de page qualité avec des notions de mise à jour, ça va vous permettre déjà de démontrer que vous avez amélioré cette version-là. Votre certification dure 3 ans. Donc, pendant 3 ans, vous devez de pouvoir démontrer un certain nombre de choses. Après, si vous ne conservez pas l'ensemble de vos versions, moi, je vous conseille toujours de conserver la version juste avant, la V-1, parce que ça permet de démontrer les changements. Mais ce qui va être surtout impactant pour l'auditeur, qui de toute façon a trace de l'audit précédent et va savoir, par exemple, quand vous avez des versions datées ou des versions numérotées, va savoir que votre version a évolué. Autrement dit, je vous conseille, mais ça n'est pas une obligation, de garder la version juste avant la dernière évolution, mais pas nécessairement de les garder toutes parce que ça va vous faire une data un peu importante. Par contre, voilà, les éléments d'archivage sont nécessaires pendant toute la durée de la certification. C'est notamment impactant pour les bilans de compétences où la loi a été modifiée, puisqu'avant, on pouvait garder les éléments d'un bilan de compétences durant 12 mois calendaires et pas plus. Aujourd'hui, on est bien sur 36 mois. Merci Agnès. Dernière question de Pascal qui va me permettre de faire une superbe transition. Comment organiser au mieux son tableau de veille? J'ai essayé plusieurs choses, mais ça reste uniquement un tableau pour Calliope, donc je perds du temps. Est-ce que vous avez des solutions plus opérationnelles? Pascal, vous êtes au bon endroit et ça va être justement le sujet de mon point. Je reprends la main sur cet aspect-là et je vous propose, merci à toi Agnès, je vous propose dans un premier temps quelques conseils pour essayer de mettre en œuvre tout ce qui a été partagé par notre experte aujourd'hui. Ce sont vraiment ici des points de méthodologie. Avant de faire votre veille, parce qu'on l'a vu, c'est quelque chose effectivement qui est chronophage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser cette simple question. Combien de temps est-ce que vous allez y consacrer et quelle fréquence? Agnès, tu l'as dit très justement, c'est pas la quantité qu'on va venir chercher ici, c'est la qualité. Donc, mieux vaut se dire, je vais faire peut-être, je sais pas moi, 15-20 minutes par semaine, ou peut-être toutes les 2 semaines ou une fois par mois, je ne sais pas, à vous de le voir, que de se dire, ah, je vais faire X temps tous les jours. On sait très bien que ce n'est pas tenable dans la vie de l'organisme de formation. La deuxième chose aussi qui est très importante, c'est le périmètre. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est que quel type de, enfin pas quel type de veille, mais quelle veille est-ce que je vais faire relative à mon organisme de formation? Si je ne fais pas d'apprentissage, si je ne fais pas de VAE, je ne vais pas m'informer là-dessus. Cela n'a aucun intérêt que je vienne m'inscrire à des newsletters sur ce sujet-là, sauf si je souhaite faire évoluer mon activité et que je souhaite aller là-dessus. Mais réfléchissez bien, notamment par rapport à la veille légale et réglementaire, à ce qui concerne votre organisme de formation au niveau du secteur de la formation en général. Moi, je trouve qu'au niveau de cette veille, on est vraiment sur un aspect de poupée russe. La plus grande poupée russe, c'est la veille légale et réglementaire, c'est le secteur de la formation au global, mais par rapport à notre activité à nous. On n'est pas obligé de s'informer sur la VAE, le bilan de compétences, l'apprentissage, tout ça. Juste ce qui nous concerne, nous. Qui est-ce qu'on va impliquer au sein de la veille? Alors, on sait qu'on a effectivement cette obligation de partage, mais on peut aussi essayer de mutualiser les efforts et de venir travailler de manière collaborative pour justement essayer de départager ce temps et que chacun aborde les sujets selon son expertise. Et j'ai envie de dire aussi ses sujets favoris. Au-delà de ça, moi, je sais que je suis aussi formatrice, donc l'aspect de la veille pédagogique m'intéresse et me plaît, et de toute façon est intégré aussi à mon quotidien, parce que pour faire évoluer mes formations et proposer toujours des parcours e-learning qui sont plus en adéquation avec le public, si je me tiens pas au courant de ce qui se fait, notamment, je sais qu'en ce moment, on parle beaucoup de l'IA, je ne demande pas spécialement à l'IA de rédiger mes parcours e-learning, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent m'aider aussi à réfléchir et à organiser tout ça. Chose importante également, quand vous avez un référent, une référente handicap, ça peut être une personne qui va effectuer la veille réglementaire sur le handicap,
la veille pédagogique et technologique aussi relative au handicap, parce que là, on va parler aussi d'inclusion dans les formations et s'informer aussi par rapport à l'indicateur 26 sur le réseau aussi éventuellement de partenaires et mettre à jour ses connaissances au travers des formations. Et en dernier, quelles ressources techniques est-ce que je vais utiliser? À la fois, quelles sources est-ce que je vais aller chercher? Quelles sont les sources fiables et quels sont les outils? Je pense que jusque-là, on a déjà des bons éléments pour vous permettre de vous organiser. Bien entendu, maintenant, pour aller plus loin, l'idée, ce serait d'avoir un outil qui va vous permettre de répondre à l'intégralité de ces différents points et surtout essayer d'avoir toutes ces sources qui sont déjà à votre disposition pour essayer, vous, de ne pas perdre du temps à aller venir les chercher. C'est là que Digiforma Veille, justement, va venir pouvoir, en tout cas, vous aider. Et là, c'est le moment où je fais un petit peu de technique et je change mon partage d'écran. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Normalement, oui. Je vais juste le mettre en plus gros. Hop là, sur mon écran. Parfait. Et normalement, vous voyez bien mon écran. Je le remets en gros, c'est super. Là, maintenant, on est sur l'outil. Je vais zoomer un peu parce que c'est écrit pas bien grand. Voilà, normalement, vous voyez un petit peu mieux. Là, au niveau de l'outil, il se présente de manière assez simple. Vous allez avoir dans un premier temps l'onglet ici qui se nomme « Trouver des thèmes ». Ici, vous remarquerez d'ailleurs que je suis connectée à Digiforma Veille sur sa version premium. J'essaierai de vous indiquer quelles sont les fonctionnalités premium et les fonctionnalités gratuites. Dans la fonctionnalité basique, gratuite, vous allez pouvoir vous abonner aux actualités ici et à celles de réglementation. L'objectif, ça va être de créer un flux que vous allez recevoir de manière hebdomadaire sur votre boîte mail pour justement avoir cette source d'information. Sauf que par rapport à Calliope, cela n'est pas suffisant. Agnès l'a suffisamment bien explicité. C'est aussi ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, faire de cette veille. Donc l'onglet finalement qui va plus nous intéresser ici, c'est celui de tous les articles. Les articles que vous retrouvez ici sont sélectionnés en amont pour vous chaque semaine. Donc au niveau des articles et des sources, on essaye de les mettre à jour régulièrement. On va s'intéresser surtout à l'aspect de la veille légale et réglementaire, la veille aussi sur le handicap, donc que ce soit par rapport aux partenaires ou sur l'aspect légal et réglementaire ou sur l'aspect pédagogique et technologique. Sur la veille sectorielle, la veille métier, on ne va pas la faire parce que des secteurs et des métiers, il y en a énormément. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas proposer de sources sur l'intégralité de ces métiers, de ces secteurs d'activité. Mais pour cela, vous avez un onglet qui se nomme la veille collaborative. Comme son nom l'indique, il va permettre à l'intégralité des utilisateurs de Digiforma Veille, qu'ils soient basiques, donc sur le compte gratuit ou premium, de venir partager des aspects de veille sectorielle, vous le voyez ici, donc qui seront tagués de cette manière, par exemple par là, pour justement partager avec la communauté des nouveautés sur ce secteur et pouvoir les intégrer à notre CADOC, qui est le fameux tableau qualité. Pour cela, je repars ici, moi, sur l'onglet « Tous les articles ». Vous allez avoir la possibilité d'annoter tout simplement ces articles pour commencer à rentrer dans le process d'amélioration continue. Je ne sais pas si certaines d'entre vous avaient peut-être fait des fiches pour le bac. Moi, je sais que c'était mon cas, mais je compare souvent Digiforma Veille à cet aspect de fiche, entre guillemets, pour le bac, où vous avez vraiment tout qui est cadré pour vous aider pas à pas et commencer à constituer ce tableau qualité que vous allez proposer par la suite à l'auditeur, l'auditrice et être serein, sereine le jour J. Ici, on utilise l'IA, on en a parlé justement, pour vous permettre de voir en un coup d'œil si l'article est intéressant et vous concerne. Donc, vous avez quelques lignes ici. Si vous jugez effectivement qu'il est pertinent au regard de votre veille, eh bien, vous pourrez cliquer sur le bouton « Lire l'article » et à ce moment-là, le consulter, bien entendu. Vous avez la possibilité également d'indiquer, on va dire, un score de pertinence. Alors, en fonction des organisations, je sais qu'il y a des personnes qui en profitent aussi pour l'utiliser plus de manière, est-ce que ça va être compliqué ou facile à mettre en place? Vous pouvez aussi moduler en fonction de vos process internes. Pourquoi est-ce que vous avez sélectionné cet article? En quoi est-ce qu'il est utile? Quels sont les points principaux? Donc là, faire un résumé. Si vous avez la version premium, vous allez aussi pouvoir valoriser votre veille en ajoutant ici des sources externes. Ça peut être du coup soit des URL via un article que vous auriez trouvé sur Internet, soit typiquement la présentation que l'on va vous mettre à disposition. Sauf que ça ne va pas être suffisant. Il faudra aussi essayer de rédiger un petit compte-rendu pour marquer les différents points
que vous auriez pu comprendre. Donc là, vous avez aussi la possibilité, et ça c'est tout nouveau, peut-être que pour les utilisateurs actuels de Digiform à veille, vous ne l'aviez pas encore remarqué, mais vous pouvez désormais ajouter des documents dans vos notes. Très important ici pour commencer à rentrer dans le process d'amélioration continue, quelle action est-ce que vous allez mener suite à la lecture de cet article? On le rappelle, faire de la veille et vraiment venir créer les éléments de preuve, c'est aussi indiquer, créer un petit peu une to-do list. Donc, vous allez pouvoir mettre plusieurs tâches. J'en mets une ici, tâche 1, tâche 2. On va retrouver à chaque fois le nom de la personne qui a créé la tâche. Et pour un suivi simplifié, vous allez pouvoir venir cocher, décocher les tâches. Vous le voyez ici, on a la date à laquelle on est venu cocher ici la tâche et le statut d'avancement. Je vais le laisser volontairement en cours. Autre onglet ici qui est important, c'est celui du partage, disponible également dans la version premium. Vous allez pouvoir venir partager vos différentes ressources avec votre équipe. Donc ça, c'est super. Soit, je parlais tout à l'heure du fait d'attribuer des casquettes dans la méthodologie et sur l'aspect des ressources humaines. Par exemple, j'ai vu un article intéressant ici sur le handicap. Ce n'est pas entre guillemets ma spécialité, mais je sais qu'il va pouvoir intéresser ma collègue Anna, qui est référente handicap. Voilà, je peux lui mettre à lire pour plus tard. Elle va recevoir une notification sur son adresse mail et sera invitée à se connecter ici sur le logiciel. Pareil, on va retrouver ici, je zoome un peu pour que vous voyez mieux, le nom de la personne qui a tagué pour un meilleur suivi. Dernière chose importante également, venir catégoriser cette note pour pouvoir retrouver les informations plus facilement le jour de l'audit. Dans mon cas ici, je vais partir du principe que c'était une information réglementaire pour que ce soit plus simple. Et voilà comment est-ce que ça va se traduire au fur et à mesure. Vous allez venir compléter sur l'outil en lui-même votre tableau de suivi. L'avantage aussi, c'est que si la personne, votre collègue, n'est pas là le jour de l'audit, pas de problématique de se dire « Oups, j'ai pas les accès, c'est sur son ordinateur ou je ne sais quoi ». Vous retrouverez ici tout au même endroit, centralisé, avec la date de lecture, la thématique, pour pouvoir filtrer plus facilement en fonction des questions de l'auditeur, de l'auditrice. Vous retrouvez aussi les informations relatives aux sources. Vous êtes en capacité de consulter les notes pour montrer à l'auditeur. Et ça, c'est tout nouveau également pour s'adapter toujours plus à vos besoins. Vous pouvez modifier désormais la date de réalisation, peut-être pour que ici, ça colle plus à la date de mise en œuvre, par exemple, en interne. Voilà pour la présentation de l'outil. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Si Agnès, tu as des choses à rajouter, je vais juste consulter les petites questions si on a eu à ce sujet. Clairement, Digiformat, comme sur la globalité du logiciel, a très très bien compris les enjeux de la pratique en organisme de formation, de l'enjeu sur Calliope, et de ce fait-là, ce qu'on voit là est effectivement un tableau de veille qui tient très très bien la route, qui est très très complet. Et là, ce que je trouve très intéressant dans ta démonstration, Johanna, c'est que il y a une interaction de communication entre l'équipe. Et ça, en tant qu'auditeur, c'est toujours une gourmandise de voir que l'ensemble de l'information et l'ensemble du système de management de la qualité est partagé par tous et que ça n'est pas que celle du dirigeant ou du responsable pédagogique. Petit nota bene et rappel, effectivement, la qualité, c'est l'histoire de tous, c'est une histoire au quotidien. Et si on n'a pas nécessairement effectivement une veille à faire au quotidien, parce que je te rejoins, c'est un joli souhait, mais c'est pas réalisable dans le quotidien. Le fait de pouvoir avoir un outil structuré, ça permet de reprendre le fil, que ce soit une fois par trimestre, une fois par mois. Tout dépend de, encore un coup, votre activité, le nombre de catégories qui sont concernées et effectivement la capacité que vous avez à y consacrer un tant soit peu de temps. Petit élément en ajout, je dirais, la qualité, si vous attendez de n'avoir plus que ça à faire, vous ne le ferez jamais. Donc, il faut vous donner des temps dédiés. Je ne reviendrai pas sur la notion de la gestion du temps,
mais il y a vraiment des notions dédiées. Alors, je vais me permettre de faire une petite pub pour me concernant, hein. J'ai un site hotline-du-6 qualité.fr, autrement dit hotline qualité. Vous retrouvez là un certain nombre de services qui peuvent vous aider justement ponctuellement ou avec un abonnement à avoir un soutien pour maintenir votre certification qualité et peut-être même, moi j'assure des missions de responsable qualité à temps partagé. Ça peut vous donner des opportunités pour avoir dans votre planning à un moment donné où on décide ensemble que là, on va s'occuper de la qualité de votre organisme de formation. Vous n'avez pas à vous en soucier, je fais le timing. Donc voilà, ça c'est des aides et l'outil que vient de nous montrer Johanna est exactement dans le même ordre de choses, c'est que ça vous permet effectivement de déléguer et d'avoir un support qui prend en charge l'ensemble de nos neurones quelque peu chargés par toute notre activité. C'est ce qui fait que notre métier est si passionnant. Merci Agnès. Donc, en résumé, finalement, l'outil, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Eh bien, tout simplement déjà de gagner du temps en vous offrant des newsletters qui sont personnalisés. Vous l'avez vu aussi, vous avez les résumés grâce à l'intelligence artificielle pour vous permettre d'identifier ceux qui seraient intéressants pour vous. Ces sources sont sélectionnées pour vous chaque semaine par une équipe d'experts. Vous allez avoir aussi la possibilité de travailler en équipe et de mutualiser les efforts, la possibilité aussi de collaborer avec les autres utilisateurs de Digiforma Veille. Vous allez aussi avoir, grâce notamment au CADOC, la possibilité de mettre en place aussi des actions concrètes. On l'a vu avec la fameuse to-do list. Ajouter des sources externes pour valoriser votre veille. Hein. On vous le rappelle, on ne vous le rappellera d'ailleurs jamais assez. Faire de la veille, ce n'est pas que s'abonner à des newsletters, c'est participer à des webinaires comme aujourd'hui. Et enfin, en dernier, et c'est aussi bien sûr gagner en faire quelque chose, hein. Surtout. Et surtout, du coup, centraliser les différentes informations et présenter votre tableau CADOC de manière sereine. J'ai oublié, de le préciser également, mais il y a un export Excel qui est possible dans la version premium également, si vous préférez l'avoir sur ce format-là. Voilà, on est arrivé désormais à la fin de cette présentation. Pour aller plus loin, vous pourrez retrouver, comme on vous l'a déjà dit, ces différents supports qui vous seront envoyés ultérieurement. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté OF Connect, rester informé grâce au magazine Digiformag, utiliser Digiforma Veille dans sa version basique ou premium pour vous aider justement à constituer ce tableau de veille et à mettre en place votre processus d'amélioration continue et vos éléments de preuve. Et si vous avez besoin d'accompagnement, comme l'a dit Agnès tout à l'heure, n'hésitez pas à la solliciter. Avec plaisir. On va passer maintenant un petit temps de questions-réponses. On déborde un petit peu, mais je pense que ça va être important de prendre ce temps-là. Je vais déjà arrêter mon partage d'écran. Hop, pour vous voir un peu mieux. Voilà, si tu peux arrêter peut-être ton partage également, Agnès, comme ça on nous verra. Et je vais prendre quelques petites questions. Recevra-t-on… Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Merci à Jade, Baptiste et Laura pour votre aide. On a eu énormément de questions. Je vois que vous avez répondu à pas mal de choses déjà. Je vais essayer d'en prendre des questions qui n'auraient pas été répondues. Tac, tac, tac. Mais c'est difficile parce que vous avez fait un super travail. Hop. Pendant que je cherche les questions, n'hésitez pas à nous faire vos retours également concernant votre avis sur le webinaire, ce que vous en avez pensé par rapport au format, si vous le trouviez adapté, si ça a répondu à l'ensemble de vos questions. Je vois une première question de Cyril. Pour toi, Agnès, qu'entendez-vous par actualisation des contacts pour les PSH? On sait bien que les gens bougent. Hein, ils vont changer de service, ils vont changer de structure. Donc, c'est important de vérifier. Alors, par exemple, sur la GFIP, hein, vous avez la possibilité de récupérer un annuaire complet. Voilà, il faut le retélécharger tous les ans, le réactualiser dans vos documentation. Et puis, sur les contacts que vous avez, un simple petit mail de manière annuelle en disant, voilà, c'est toujours vous qui êtes en charge de ça, vous êtes toujours à ce numéro-là. Vérifiez l'actualisation de vos contacts une fois par an. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement, mais qui est une nécessité absolue.
J'espère avoir répondu à la question. Autre question de Nathalie. On va prendre nos casquettes de voyante. Est-ce qu'il y aura une autre version de Calliope en 2025? Alors, sous réserve qu'effectivement, ne m'appelant pas Madame Irma, n'ayant pas ma boule de cristal devant vous, je m'avance, mais logiquement, non. Par contre, on attend très probablement des changements à l'horizon 2026. Normalement, avec tous les guillemets que vous entendez, normalement, on ne devrait pas avoir de nouvelles versions en 2025. Donc ça reprend un peu la question d'Anne Lebert qui demandait s'il allait avoir une V10. J'ai envie de dire, on verra. Il y en aura une, c'est presque sûr. Est-ce Quand? que Calliope s'appellera toujours Calliope? Il y a des bruits qui courent que ça pourrait devenir un Calliope plus. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, rien n'est dit, donc on ne s'avance pas sur des terrains mouvants. C'est un référentiel qualité comme nos organismes. C'est quelque chose qui évolue dans le temps. C'est pour ça qu'il est important de faire une veille. Mais globalement, on a un changement à 2 changements par an, c'est pas tous les 3-4 matins non plus. Et logiquement, en 2025, on ne devrait pas en avoir. Mais restez en vigilance, je vous prie. Question également, si une de Jenny, si une participante est reconnue RQTH, mais après échange avec elle, elle ne demande aucune adaptation à la formation. Ai-je simplement besoin de noter le retour de la personne pour justifier d'avoir pris en compte son handicap? Tout à fait. Vous avez tout à fait bien compris les choses. Il n'y a aucune obligation à ce qu'il y ait une adaptation. Si la personne ne le souhaite pas, on est avant tout dans le respect de l'intégrité de la personne et de son besoin. Par contre, vous avez l'obligation de demander cet élément-là. Vous ne connaîtrez le RQTH que si on vous le communique. Et en toute logique, c'est la personne elle-même qui vous le communique. Normalement, même un partenaire institutionnel comme France Travail ne s'autorisera pas ce genre de choses. Donc, logiquement, je dirais que dans la question, il y a une partie qui ne va pas marcher. La personne peut être reconnue RQTH, mais vous ne le savez pas parce qu'elle ne vous en informe pas, parce qu'elle ne demande pas de besoin. C'est plutôt souvent comme ça que ça va se passer. Après, si effectivement, elle a communiqué qu'elle est RQTH, mais que tout compte fait, elle estime que pour suivre votre formation, il n'y a pas de besoin, eh bien, écoutez, vous avez juste noté qu'effectivement, vous avez eu cet échange-là. Ça peut être un mail, ça peut être une simple note dans le dossier du stagiaire. Merci Agnès, j'ai retrouvé ma fameuse question Ah, concernant la sous-traitance de tout à l'heure. Comment l'auditeur évalue les attendus par rapport à la sous-traitance dans l'indicateur 26? Et si on intervient en sous-traitance dans un établissement, quelles sont les obligations du donneur d'ordre? Question de Nadine. donc, clairement, c'est tout l'intérêt de la V9, de Calliope, c'est d'avoir redonné un peu les limites entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Donc, en fonction effectivement des informations et des missions du sous-traitant, on ne va pas avoir les mêmes degrés d'implication d'une mission à l'autre et d'un donneur d'ordre à un sous-traitant à un autre. Néanmoins, les prérequis de base, c'est qu'effectivement, les informations concernant la procédure PSH en cours dans cet organisme de formation et l'annuaire qui va permettre soit d'avoir accès à un référent ou à un contact PSH qui va prendre en charge la personne PSH, est au bas mot ce qu'on va auditer et regarder. Après, tout dépend de la mission que vous avez et de l'engagement qu'a votre donneur d'ordre vis-à-vis des stagiaires PSH. Merci, je pense que ça répond également à la question de Xavier par rapport à la sous-traitance. Je prends encore quelques questions histoire de ne pas vous retenir trop longtemps. Hop, il y en a vraiment beaucoup. Tac, tac, tac. Là, voyons, beaucoup de questions par rapport au handicap. Est-ce que vous envoyez les supports à l'issue du webinaire? Tout à fait. Là, vous allez recevoir dans la journée déjà qu'est-ce que je voulais dire? Le replay et nous vous enverrons très prochainement, soit en fin de journée, soit d'ici début de semaine prochaine, Le support de présentation. les supports. Merci, ça y est, mon cerveau est parti. Ah, c'est normal, Question de... c'est l'heure de manger. Allez, deux, trois petites questions encore. Une question de Julien. Si malgré une veille intense et effectuée, une information est marquée comme comment justifier ce manquement lors d'un audit de surveillance?
J'ai pas compris, pardon. Moi non plus, je suis pas sûre de bien comprendre la question. Ah, si, j'ai compris. Si, par exemple, on fait, je pense que c'est ce qu'a voulu dire Julien. Si, par exemple, il me semble que tu y avais déjà répondu, Agnès, si, par exemple, il y a un Information grand bloquée, d'accord. changement Mm. au niveau de la réglementation et que bah on l'a pas vu passer, est-ce que l'auditeur peut nous attraper là-dessus en nous disant vous n'avez pas vu qu'il y avait, je sais pas moi, une nouvelle réglementation sur l'apprentissage et manque de peau en SCF1. Alors, encore un coup, Calliope est un audit de process et pas réglementaire. On n'est pas des inspecteurs du travail, on n'est pas là pour vérifier que vous faites votre travail dans les règles, on est là pour vérifier que vous appliquez le référentiel national qualité. Donc, normalement, alors la question c'est est-ce qu'il l'a vu et s'il l'a vu, ben effectivement, comment vous justifiez que ça n'est pas encore appliqué et comment ça a été tracé. Ça va être l'angle de l'auditeur. Mais le fait que vous n'ayez pas appliqué ne concerne pas l'auditeur. C'est à vous d'être dans la légalité. C'est pas le travail de l'auditeur Calliope de mentionner qu'il y a un manquement à la réglementation. Lui, il vérifie s'il y a un manquement au niveau de Calliope et uniquement de vos process Calliope. Donc, si vous avez effectué la veille, lui, ce qu'il va pouvoir constater, c'est que vous l'avez effectué. Ce qu'il va pouvoir constater, c'est que là, on a une démonstration d'un manque d'exploitation. Ça, c'était un fait à partir du moment où il le voit, et à partir de ce moment-là, il mettra une non-conformité pour manque d'exploitation, mais c'est pas pour défaut à la règle. Merci Agnès. Et dernière petite question par rapport, navré, on ne pourra pas répondre à tout le monde, il y a eu énormément de questions et je remercie notre support, Baptiste, Laura et Jade d'avoir répondu à tout cela. Concernant cette fois-ci Digiforma Veille, est-ce que c'est inclus pour les utilisateurs de Digiforma? Non, c'est une plateforme qui est à part entière. Donc, du coup, ce n'est pas, enfin, vous pouvez le considérer si vous le souhaitez comme une option. Ça me permet de répondre à une deuxième question. Le tarif sur la version premium est de 39 € hors taxe par mois ou 390 € hors taxe par an. Voilà, on va, je pense, vous laisser là. J'ai vu beaucoup de personnes avaient déjà dû nous quitter et c'est bien normal. Vous devez peut-être avoir faim, un peu comme nous. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre participation. C'était un plaisir de vous voir aussi si actif. On espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. J'ai vu pas mal de messages de personnes qui semblaient être soulagées, surtout sur une phrase qui a été prononcée, qui était par rapport justement au périmètre et à ce que l'organisme de formation faisait. Visiblement, c'était aussi également très concret. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on remettra ça peut-être une prochaine fois avec grand plaisir et merci à vous pour aujourd'hui. Merci à vous, bonne journée à tout le monde et au plaisir d'avoir des échanges avec vous. À très bientôt.